Ma femme Sophia avait laissé entendre qu'elle avait besoin d'espace pour respirer, et de place pour son épanouissement personnel. C'était le genre de langage thérapeutique qui était devenu son mode de communication par défaut depuis qu'elle avait obtenu son doctorat en psychologie 2 ans auparavant. J'interprétais cela comme du stress professionnel, peut-être une réévaluation de la quarantaine. Rien qui ne puisse être résolu par un geste attentionné, un rappel de ce que nous avions construit ensemble. Me voilà donc à 6h30 un mardi matin, ordinateur portable ouvert dans la cuisine pendant qu'elle dormait à l'étage, à rechercher des escapades romantiques pour notre prochain anniversaire. La cafetière gargouillait son rythme matinal familier tandis que je parcourais les sites web de stations balnéaires, cherchant quelque chose qui la surprendrait. Peut-être l'une de ces retraites bien-être dont elle parlait, ou une escapade dans une région viticole où nous pourrions renouer sans que l'énergie adolescente de Marcus ne remplisse chaque recoin de nos conversations. J'étais plongé dans la 3e page du site web d'un hôtel-boutique à Napa quand j'ai décidé de vérifier notre cloud photo partagé pour trouver des images du dîner d'anniversaire de l'année dernière. Je voulais recréer quelque chose de significatif. Peut-être retourner dans ce restaurant où elle avait semblé vraiment heureuse pour la première fois depuis des mois. La bibliothèque photo s'est chargée avec sa grille familière de vignettes. Barbecue en famille, exposition d'art de Marcus, sortie scolaire de ma classe, le journal visuel de notre vie ordinaire. J'ai fait défiler en arrière dans le temps, cherchant ces photos d'anniversaire du restaurant The Meridian. C'est alors que je l'ai vu. Au début, mon cerveau n'arrivait pas à traiter ce que je voyais. La vignette était petite, partiellement masquée par l'interface, mais le cadre était incontestablement au bord d'une piscine. Quelque part sous les tropiques, avec cette qualité de lumière particulière qui évoque les stations balnéaires coûteuses et la photographie soignée. L'horodatage indiquait 3 semaines plus tôt, pendant ce que Sophia m'avait dit être une conférence de psychologie à Denver. J'ai cliqué pour agrandir l'image. La femme au centre du cadre était indéniablement ma femme. Mêmes cheveux couleur miel, mêmes épaules délicates, même petite cicatrice sur le genou gauche due à un accident de vélo dans son enfance. Mais ce n'était pas la Sophia que je pensais connaître. C'était une femme que je n'avais jamais vue auparavant, entourée de 3 hommes plus ou moins dévêtus, son expression étant d'une intensité concentrée que je n'avais entrevue que dans nos moments les plus intimes, sauf que ce n'était pas intime. C'était performatif, calculé, documenté. Ma tasse de café a heurté le comptoir de la cuisine plus fort que je ne l'avais voulu, le bruit de la céramique résonnant dans le calme du matin. Mon esprit d'historien, entraîné à analyser les preuves objectivement, s'est emballé alors même que mon cœur de mari essayait de rejeter ce que je voyais. La photographie ne documentait pas simplement une liaison, elle cataloguait quelque chose de bien plus élaboré. Le cadre était professionnel, l'éclairage intentionnel. Quelqu'un avait mis en scène cette scène, l'avait capturée avec un équipement coûteux, transformant la trahison de ma femme en contenu. J'ai fixé l'écran pendant ce qui m'a semblé des heures, mais qui n'était probablement que des minutes. La maison autour de moi continuait sa routine matinale. Le réfrigérateur bourdonnait, le chauffage se mettait en marche, le journal atterrissait sur le porche avec son bruit sourd familier. Mais tout avait changé. Le café avait un goût de cendre, la cuisine familière semblait étrangère, et le bruit de Sophia qui s'agitait à l'étage me serrait la poitrine d'une panique que je n'avais pas ressentie depuis la naissance de Marcus, quand il n'avait pas trouvé son rythme cardiaque pendant 30 secondes qui s'était étiré en une éternité. Les questions défilaient dans mon esprit avec la persistance systématique qui avait fait de moi un bon enseignant. Depuis combien de temps? Qui d'autre est au courant? Qui a pris cette photo, et pourquoi a-t-elle atterri dans notre cloud familial? Je me suis forcé à fermer l'ordinateur portable avant que Sophia ne descende. 17 ans de mariage m'avaient appris ses rythmes. Elle descendrait dans 15 minutes, déjà habillée et portant son mug de voyage, son téléphone vibrant avec la première vague de gestion de crise client de la journée. Elle m'embrasserait distraitement la joue, prendrait un morceau de toast et disparaîtrait dans sa vie, qui apparemment incluait des expériences que je n'aurais pu imaginer et auxquelles je n'aurais pas cru possible. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour planifier, pour aborder cela avec le soin méthodique que j'apportais à la recherche historique. Ce n'était pas le moment pour la confrontation ou l'explosion émotionnelle. C'était le moment de rassembler des preuves.
Quand Sophia est apparue dans l'embrasure de la porte, ses cheveux auburn encore humides de la douche, portant le tailleur gris qui la faisait ressembler à la professionnelle accomplie qu'elle avait tant travaillé pour devenir, j'ai réussi à afficher ce que j'espérais être un sourire normal. « Bonjour chérie », dit-elle en attrapant son mug de voyage dans le placard. « Tu es levé tôt. » Je n'arrivais pas à dormir, dis-je, ce qui n'était pas vraiment un mensonge. Je pensais faire quelques corrections avant l'école. Elle hocha la tête, déjà distraite par son téléphone. J'ai 3 séances aujourd'hui, puis cet appel de consultation à 4 heures. Je risque d'être en retard encore une fois. Pas de problème, dis-je, en l'observant d'un œil nouveau. Combien de ces soirées tardives avaient été réelles? Combien d'appels de consultation servaient de couverture pour ce que cette nouvelle version de ma femme faisait de son temps? Je m'occuperai du dîner avec Marcus. Elle m'embrassa sur la joue. Le même geste absent qu'elle avait effectué depuis des mois, peut-être des années. Ses lèvres semblaient froides contre ma peau, ou peut-être était-ce moi qui étais devenu froid. Après son départ, je suis resté assis dans la cuisine pendant encore 20 minutes, fixant l'ordinateur portable fermé. Marcus allait bientôt descendre, cherchant son petit déjeuner et se plaignant de son examen de physique, et je devais être le père qu'il méritait. Présent, stable, normal. Mais d'abord je devais comprendre à quoi j'avais affaire. J'ai rouvert l'ordinateur portable. La photographie était toujours là, toujours réelle, toujours impossible à effacer de ma mémoire. Mais maintenant je remarquais des détails que mon cerveau choqué avait manqués. À l'arrière-plan de l'image, partiellement visible, se trouvait ce qui ressemblait à un équipement d'éclairage professionnel. Ce n'était pas une rencontre spontanée, c'était une production. J'ai cliqué sur les métadonnées de la photo, une compétence que j'avais acquise lors d'un atelier de littératie numérique obligatoire à l'école. Les données de localisation avaient été supprimées, mais les informations sur l'appareil photo étaient intactes. Un équipement coûteux, du genre utilisé par les professionnels. L'horodatage confirmait qu'elle avait été prise pendant la supposée conférence de Sophia à Denver, à 14h47 un jeudi après-midi. J'ai ouvert un nouvel onglet du navigateur et consulté le programme de la conférence qu'elle avait mentionné. La réunion annuelle de l'Association de psychologie du Midwest. Son nom était inscrit pour 2 sessions ce jeudi-là, une à 9h, l'autre à 16h. Ce qui signifiait que cette photographie avait été prise pendant ce qui aurait dû être sa pause déjeuner lors d'une conférence professionnelle. Mon téléphone a vibré. Un message de Sophia: j'ai oublié de mentionner le club de lecture ce soir et chez Jeannet au lieu d'ici. Je ne rentrerai pas avant tard. Le club de lecture. J'avais oublié qu'elle faisait même partie d'un club de lecture. Quand cela avait-il commencé? J'ai fait défiler notre calendrier partagé, cherchant un schéma que je n'avais jamais pris la peine de remarquer auparavant. Le club de lecture se réunissait 2 fois par mois, toujours le mardi, toujours en finissant tard. Les conférences de psychologie semblaient se produire plus fréquemment que je ne l'avais réalisé. Denver, Phoenix, Austin, Seattle. Des retraites de bien-être et des ateliers de développement professionnel remplissaient des plages de week-end que j'avais supposé consacrées au développement de son cabinet. Les pas de Marcus dans l'escalier ont interrompu ma fouille archéologique dans les vestiges numériques de notre famille. J'ai refermé l'ordinateur portable, forcé mon visage à adopter le mode père, et commencé à faire des crêpes comme si c'était un mercredi matin comme les autres. Mais ce n'était pas un matin comme les autres. C'était le matin où j'ai appris que la femme que j'avais soutenue pendant ses études supérieures, la mère de mon fils, la personne à qui j'avais confié ma sécurité financière et ma vulnérabilité émotionnelle, menait une vie parallèle qui faisait de nous des étrangers l'un pour l'autre. Pendant que je retournais les crêpes et écoutais Marcus se plaindre de son professeur de chimie, j'ai commencé à planifier mon enquête. Car c'était désormais ce dont il s'agissait, non pas une crise conjugale ou un problème de communication, mais une affaire qui nécessitait des preuves, une analyse et une réflexion stratégique. L'historien en moi comprenait que le passé laisse toujours des traces. Le mari en moi allait bientôt découvrir à quel point ces traces pouvaient être profondes, et combien de vérité un mariage pouvait supporter une fois les mensonges confortables mis à nu. Le jeudi après-midi, j'avais cartographié la géographie de la tromperie de ma femme avec la même précision méthodique que j'apportais à l'enseignement de la chute de Rome.
La différence était que l'effondrement de Rome avait pris des siècles. Mon mariage apparemment s'écroulait en temps réel pendant que je corrigeais des copies et planifiais des unités d'enseignement sur l'importance des sources primaires. L'ironie était dévastatrice, j'avais passé 17 ans à apprendre aux adolescents à analyser des preuves et à identifier des biais, mais j'avais manqué les schémas les plus évidents dans ma propre maison. J'ai appelé Alex Rivera à 15h47, juste après que mon dernier cours d'histoire américaine se soit dispersé dans le chaos des couloirs en fin de journée. Alex avait été l'un de mes élèves 8 ans auparavant. Un gamin de l'est de la ville qui traînait avec la mauvaise bande jusqu'à ce que quelque chose dans mon unité sur les droits civiques fasse déclic pour lui. Il avait poursuivi des études en cybersécurité, et travaillait maintenant pour une entreprise privée spécialisée dans les enquêtes numériques d'entreprise. Nous nous retrouvions encore pour un café tous les quelques mois, ostensiblement pour que je puisse entendre parler de sa réussite, mais en réalité parce que nous comprenions tous les deux la loyauté particulière, qui se développe entre un enseignant et l'élève qui prouve que l'éducation peut tout changer. Messieurs A. Miss Shen. Sa voix portait le même mélange de respect et d'affection qu'elle avait depuis l'obtention de son diplôme. Tout va bien? J'ai besoin d'aide, Alex. Une aide professionnelle. Et cette conversation doit rester entre nous. 20 minutes plus tard, il était assis dans ma salle de classe vide, son sac d'ordinateur portable posé sur la chaise où il avait autrefois lutté avec la structure des essais et l'analyse des sources primaires. Il avait maintenant 28 ans, assez prospère pour porter des baskets coûteuses et le dernier iPhone, mais il se redressait toujours quand je parlais, m'appelant encore Monsieur Shen malgré mes invitations répétées à utiliser mon prénom. « Montrez-moi ce que vous avez trouvé, dit-il. » J'avais imprimé la photographie, une décision qui semblait à la fois nécessaire et obscène. L'épreuve exigeait une documentation, mais réduire la trahison de ma femme à un tirage brillant de 20 x 25 cm me donnait l'impression de participer à ce qui lui avait été fait, ou avec elle. La distinction importait, bien que je ne fusse pas sûr de ce qui serait pire. Alex étudia l'image avec un détachement professionnel, ses yeux sombres parcourant systématiquement le cadre selon un schéma que je reconnaissais pour l'avoir vu analyser des documents historiques, il y a des années. Il avait toujours été minutieux, méthodique, refusant de tirer des conclusions hâtives sans preuve. C'est de l'équipement haut de gamme, dit-il finalement. Éclairage professionnel, appareil photo coûteux. Celui qui a pris cette photo sait ce qu'il fait. Il leva les yeux vers moi. Vous avez dit que c'était dans votre cloud partagé? Photos de famille. Entre les photos de l'exposition d'art de Marcus et notre dîner d'anniversaire de l'année dernière. Quand a-t-elle été téléchargée? C'est ce que j'ai besoin que vous m'aidiez à découvrir. Alex ouvrit son ordinateur portable, ses doigts se déplaçant sur le clavier avec la précision fluide de quelqu'un qui parlait la technologie comme une langue maternelle. Je vais avoir besoin d'accéder à vos comptes. Disques partagés, stockage cloud, réseaux sociaux, tout ce qui est connecté aux appareils de votre femme. Est-ce légal? C'est votre compte familial partagé. Légalement vous avez autant le droit d'y accéder qu'elle. Il fit une pause, me regardant avec la même expression qu'il avait en classe lorsqu'il travaillait sur un problème historique particulièrement complexe. Mais Monsieur Shen, je dois vous demander, êtes-vous sûr de vouloir savoir ce que nous pourrions trouver? Je réfléchis à cette question pendant qu'il installait son équipement. Étais-je sûr? Chaque mariage contenait des espaces privés, des pensées et des expériences individuelles qui n'avaient pas besoin d'être partagées. Mais cette photographie suggérait quelque chose au-delà de la vie privée normale, quelque chose de systématique et documenté qui me faisait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur la femme qui avait partagé mon lit pendant 15 ans. J'ai besoin de savoir à quoi je fais face, dis-je. Pour Marcus, si rien d'autre. Alex hocha la tête et se mit au travail. Ce que nous avons découvert au cours des 3 heures suivantes a redéfini ma compréhension de la trahison. Ce n'était pas une simple liaison ou même une série de liaisons. C'était une double vie élaborée, maintenue avec le genre de compétences organisationnelles que Sophia apportait à sa pratique clinique. La piste financière racontait sa propre histoire. Il y a 3 mois, elle avait ouvert un compte bancaire séparé. Pas vraiment caché, mais jamais mentionné. Des dépôts réguliers provenant d'une entité appelée Experiential Wellness LLC, alternaient avec des retraits pour des hôtels,
des voyages et des achats que je ne reconnaissais pas. Les montants n'étaient pas énormes, mais ils étaient constants, suggérant une rémunération continue plutôt que des paiements ponctuels. Elle est payée, dit Alex en mettant en évidence une série de transactions. Ce n'est pas juste de la participation, c'est un emploi. Les preuves numériques étaient encore plus accablantes. Un compte email séparé créé il y a 18 mois, contenait une correspondance qui ressemblait à la gestion de projets pour ce qui ne pouvait être décrit que comme de la création de contenu sexuel. Des horaires détaillés, la logistique des lieux, le filtrage des participants et le plus troublant. Ce qui semblait être des formulaires de retour client. Bon sang, marmonna Alex, en faisant défiler un fil de discussion par email. Elle ne fait pas que participer à ces choses, elle les organise. Elle les gère? Mes mains tremblaient alors que je lisais par-dessus son épaule. La femme dans ses emails écrivait avec un détachement clinique sur les scénarios, les dynamiques des participants et les livrables de contenu. Elle programmait des rencontres avec la même efficacité professionnelle qu'elle apportait aux séances avec ses patients, y compris des enquêtes de suivi et des évaluations de performance. Mais le pire n'était pas la nature systématique de sa trahison. C'étaient les détails personnels qu'elle avait partagés. Notre mariage, nos finances, les projets universitaires de Marcus, mon emploi du temps d'enseignement, tout cela avait été discuté avec des étrangers comme contexte pour sa vie alternative. Elle avait transformé les luttes privées de notre famille en toile de fond pour le personnage qu'elle jouait dans ses productions élaborées. Il y a plus, dit Alex doucement. Il avait trouvé un dossier marqué documentation de recherche qui contenait des fichiers vidéo datant des 14 derniers mois. Monsieur Chen, je ne pense pas que vous devriez. Ouvrez-le. La première vidéo était tournée professionnellement, soigneusement montée, avec un générique qui mentionnait ma femme par son nom. Pas un pseudonyme, pas un nom de scène, son vrai nom, Dr Sophia Chen, psychologue clinicienne. La description la présentait comme explorant l'intersection de la psychologie et de l'expérience intime et promettait une documentation authentique de la croissance personnelle à travers l'expansion des limites. J'ai regardé 30 secondes avant de demander à Alex d'arrêter. C'était suffisant pour comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une trahison impulsive ou d'une folie temporaire. C'était du développement de carrière, de la construction de marque, une expansion professionnelle dans une industrie dont j'ignorais l'existence. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Ai-je demandé. Alex était déjà en train de recouper les horodatages et les métadonnées. La première transaction financière remonte à 16 mois. Le premier email dans ce compte date de 18 mois. La première vidéo uploadée, il fit une pause vérifiant les dates. 14 mois. 14 mois. L'année de seconde de Marcus au lycée, quand je faisais des heures supplémentaires pour financer les recherches de thèse de Sophia. La même période où elle avait commencé à parler de son besoin de plus d'indépendance, de plus d'espace pour se découvrir professionnellement et personnellement. Il y a autre chose, dit Alex. Il travaillait sur une fenêtre séparée pendant que je digérais les preuves vidéo. J'ai effectué une reconnaissance faciale sur certaines de ces images et je les ai recoupées avec les réseaux sociaux et professionnels. Un nouveau document apparut sur son écran. Une analyse de réseau montrant des connexions entre Sophia et au moins une douzaine d'autres personnes impliquées dans ce qui semblait être une communauté organisée de professionnels mariés, explorant la documentation de modes de vie alternatifs. Ce n'est pas aléatoire, expliqua Alex. C'est un réseau. Organisé, avec une structure de leadership et un soutien financier. Votre femme n'est pas qu'une simple participante. Elle fait partie de la direction. Au centre du réseau se trouvait un nom que je ne reconnaissais pas. Victor Blackwood, banquier d'investissement, divorcé, sans enfant mentionné dans sa biographie professionnelle. Sa présence sur les réseaux sociaux était soigneusement élaborée, photos de style de vie coûteux, dons caritatifs, engagement communautaire. Mais plus Alex creusait, plus l'image devenait troublante. Il a un passé, dit Alex, faisant apparaître des dossiers judiciaires. 2 divorces houleux, tous deux impliquant des allégations de manipulation et de coercition. Des ordonnances restrictives de la part des 2 ex-épouses. Et regardez ça. Une série de plaintes civiles apparues à l'écran, toutes réglées à l'amiable, toutes impliquant des allégations de manipulation financière et d'abus émotionnels. Victor Blackwood,
semblait-il, avait pour habitude de cibler des professionnels mariés, particulièrement des femmes avec des diplômes avancés et des carrières établies. C'est un prédateur, dis-je. Un prédateur sophistiqué. Il utilise ses ressources financières pour créer des scénarios élaborés, documente tout, puis utilise cette documentation comme levier. Alex fit défiler davantage de preuves. Les femmes qui s'impliquent pensent qu'elles explorent leur liberté personnelle, mais en réalité, ils constituent des dossiers sur elles et leur famille. La salle semblait froide malgré le soleil de l'après-midi qui inondait les fenêtres de ma classe. Ce n'était pas simplement de l'adultère, c'était une manipulation systématique aux implications criminelles. Et ma femme, avec sa formation en psychologie et son intuition clinique, était devenue non seulement une victime mais une collaboratrice active dans le ciblage d'autres familles. Alex, dis-je, j'ai besoin que tu m'aides à documenter tout ce que nous avons trouvé. Chaque fichier, chaque transaction, chaque connexion. Et j'ai besoin que tu m'aides à protéger Marcus de ce qui pourrait suivre. Il acquit ça, sauvegardant déjà des fichiers sur des disques cryptés. Monsieur Chen, vous savez que ça va devenir moche, n'est-ce pas? Si ce Victor a accumulé des moyens de pression contre votre femme, et qu'elle en a fait de même contre d'autres personnes, je sais. Je regardais la photographie qui avait déclenché cette enquête, désormais juste une pièce dans un puzzle bien plus vaste et dangereux. Mais je ne peux pas laisser cela continuer. Et je ne peux pas laisser Marcus grandir en pensant que c'est à ça que ressemble le mariage. Alors que nous rangions l'équipement d'Alex, je sentis le poids de ce que j'avais appris s'installer dans mes os. Ma femme n'avait pas simplement une liaison, elle dirigeait une entreprise qui détruisait des familles. La femme que j'avais soutenue pendant ses études supérieures, avait utilisé son éducation pour devenir une experte en manipulation et exploitation. Demain je devrais décider quoi faire de ces informations. Mais ce soir je devais rentrer à la maison et dîner avec mon fils, l'aider avec ses devoirs de physique, et prétendre que sa mère travaillait tard au bureau au lieu de participer à la destruction systématique de tout ce que nous avions construit ensemble. L'histoire de la trahison, j'apprenais, n'était pas seulement écrite en pixels et horodatage. Elle était écrite dans l'espace entre ce que nous pensions savoir, et ce que nous avions peur de découvrir. Et comme toute histoire, une fois que vous compreniez la véritable version, vous ne pouviez jamais revenir à la version confortable que vous croyiez auparavant. J'ai déposé une demande de divorce un vendredi matin à 8h43, 17 minutes avant la première séance de patient de Sophia. Le choix du moment n'était pas accidentel. Tout ce que j'avais appris de l'enquête d'Alex m'avait enseigné que la surprise était mon seul avantage tactique contre quelqu'un qui avait passé 18 mois à planifier des tromperies avec une précision clinique. Mon avocate, Patricia Martinez, avait été recommandée par le syndicat des enseignants pour son expertise dans la protection des pensions des éducateurs lors des procédures de divorce. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était son expérience dans les affaires de fraude financière et de preuves numériques. Quand j'avais appelé son bureau mercredi soir, expliquant que j'avais besoin de quelqu'un qui comprenait à la fois le droit de la famille et le comportement criminel, son assistante m'avait programmé le prochain rendez-vous disponible. C'est le dossier de documentation le plus complet que j'ai vu en 15 ans de pratique, dit Patricia, examinant les fichiers de preuves méticuleusement organisés par Alex. Votre femme n'a pas seulement commis l'adultère, elle a créé une entreprise criminelle. Les relevés financiers à eux seuls suggèrent une évasion fiscale, et si elle a ciblé d'autres professionnels mariés à travers ce réseau? Et Marcus? L'interrompis-je? Les implications légales étaient importantes, mais la stabilité de mon fils était ma préoccupation principale. Puis-je le protéger de toute représaille éventuelle? Demande de garde d'urgence, déposée simultanément avec les papiers du divorce. Étant donné les preuves documentées de l'implication de votre femme dans des activités qui compromettent la sécurité et la stabilité financière de la famille, plus les tactiques de manipulation psychologique, Patricia consulta ses notes. Le juge Morrison accordera la garde temporaire en attendant une évaluation complète. Votre femme n'aura que des visites supervisées. Les papiers ont été signifiés à 15h15, juste au moment où Sophia terminait sa séance de l'après-midi. Je le sais parce que j'étais assis dans ma voiture en face de son immeuble de bureau, regardant par la fenêtre l'huissier s'approcher du bureau de sa réceptionniste. Même à cette distance, je pouvais voir le moment où elle a réalisé ce qui se passait,
la façon dont sa posture est passée de la confiance professionnelle à la vigilance défensive en l'espace d'un battement de cœur. Mon téléphone a sonné 6 minutes plus tard. David. Sa voix portait le même calme contrôlé qu'elle utilisait avec les patients difficiles, mais je pouvais entendre le calcul sous-jacent. Nous devons parler. Les papiers disent tout ce qui doit être dit. C'est de la folie. Tu détruis notre famille à cause d'une sorte de paranoïa de crise de la quarantaine. Je sais que tu as trouvé cette photo, mais tu interprètes complètement mal. J'ai tout trouvé, Sophia. Les comptes bancaires, les emails, les vidéos. Tout. Le silence s'est étiré si longtemps que je me suis demandé si elle avait raccroché. Puis tu n'avais aucun droit de violer ma vie privée. Ta vie privée? L'absurdité m'a frappé comme un coup physique. Tu as documenté notre mariage pour des étrangers. Tu as discuté des projets universitaires de Marcus avec des gens qui utilisent ces informations pour manipuler d'autres familles. Tu as transformé notre vie en contenu pour je ne sais quelle raison que Victor Blackwood te paie de faire. Une autre pause. Quand elle a repris la parole, le masque thérapeutique était complètement tombé. Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu as affaire, David. Tu te prends pour une sorte de détective, mais tu n'es qu'un professeur de lycée qui a trébuché sur quelque chose qui dépasse largement ta compréhension. Alors explique-moi. Rentre à la maison. Nous en discuterons comme des adultes. Je serai à la maison à 18h30 comme toujours. Mais Marcus et moi dînerons seuls. Tes affaires seront sur le porche d'entrée. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Marcus m'attendait dans la cuisine quand je suis rentré, assis au comptoir avec son carnet de croquis ouvert et son casque autour du cou, sa position habituelle pour les conversations sérieuses. À 16 ans, il avait développé la capacité troublante de lire les dynamiques familiales avec l'œil d'un artiste pour les détails et l'honnêteté brutale d'un adolescent sur les dysfonctionnements des adultes. Maman a appelé, dit-il sans lever les yeux de son dessin. Elle est assez bouleversée. Je me suis assis en face de lui, remarquant que son croquis montrait notre cuisine sous un angle inhabituel, comme vu par quelqu'un se cachant derrière la porte. La perspective était perturbante, suggérant qu'il avait documenté les tensions familiales depuis la position d'un observateur essayant de rester invisible. Marcus, ta mère et moi allons divorcer. Il a hoché la tête, continuant à dessiner. Je m'en doutais. Les cris ont cessé il y a environ 3 mois, ce qui signifiait soit que vous arrangiez les choses, soit que l'un de vous avait abandonné. Il m'a regardé. Tu n'abandonnes pas les choses, alors j'ai su que c'était fini quand elle a arrêté d'essayer de te mettre en colère. Cette perspicacité était dévastatrice dans sa précision. Sophia avait arrêté de chercher des disputes à peu près au moment où sa documentation de recherche était devenue la plus intensive. Elle avait géré notre crise familiale avec le même détachement professionnel qu'elle apportait à sa carrière alternative. J'ai besoin que tu saches que ça n'a rien à voir avec toi, ai-je dit. Tu es la meilleure chose que ta mère et moi ayons jamais faite ensemble, et ça ne changera pas. Est-ce qu'elle a une liaison? Je m'étais préparé à cette question, mais l'approche directe de Marcus m'a quand même pris au dépourvu. C'est compliqué. C'est ce que les adultes disent quand ils pensent que les enfants ne peuvent pas gérer la vérité. Il a fermé son carnet de croquis. Je documente le dysfonctionnement depuis 2 ans, papa. Je sais qu'elle ment sur ses allées et venues, et je sais que tu fais semblant de ne pas le remarquer. Ce que j'ignore, c'est à quel point la situation est vraiment grave. En regardant mon fils, vraiment en le regardant. J'ai vu David Chen à 16 ans, le gamin qui posait des questions gênantes sur les récits historiques, jusqu'à ce que ses professeurs lui donnent de vraies réponses, ou lui disent d'arrêter de perturber la classe. Marcus avait hérité de mon besoin de comprendre les systèmes et les modèles, mais il l'avait combiné avec l'intuition d'un artiste sur le comportement humain. C'est grave, et je dis. Assez grave pour que j'ai demandé la garde d'urgence. Tu vas rester avec moi. Bien. Le soulagement dans sa voix était indéniable. J'avais peur que tu essaies de nous faire choisir, ou de prétendre qu'on pouvait tous encore vivre ensemble. Avant que je puisse répondre, des portières de voiture ont claqué dans notre allée. Pas une voiture, mais 2. Par la fenêtre de la cuisine, j'ai vu Sophia sortir de sa Lexus, suivie d'un homme que j'ai reconnu des photos de recherche d'Alex.
Victor Blackwood était plus petit en personne que sur ses photos professionnelles, mais il se comportait avec l'agressivité confiante de quelqu'un habitué à intimider les gens par le pouvoir financier plutôt que par la présence physique. Marcus, monte à l'étage. Papa, maintenant. Il a attrapé son carnet de croquis et s'est dirigé vers l'escalier de service, mais je savais qu'il écouterait depuis le palier. La porte d'entrée s'est ouverte sans qu'on frappe. Sophia avait toujours sa clé, et apparemment ne voyait pas la nécessité d'une courtoisie élémentaire maintenant que le semblant de mariage avait été abandonné. David. Elle est entrée dans la cuisine comme si elle menait une séance de thérapie, professionnelle et maîtrisée. Voici Victor Blackwood. Il m'aide à comprendre certaines questions juridiques liées à ton enquête. Victor a tendu sa main avec un charme étudié. David, j'ai tellement entendu parler de vous. Sophia parle très favorablement de votre dévouement envers votre famille. Je n'ai pas pris sa main. Sortez de ma maison. Je comprends que vous soyez contrarié, mais il y a quelques malentendus à éclaircir. Ce que vous avez interprété comme une trahison est en réalité la participation de Sophia à un projet de recherche thérapeutique. Tout ce qu'elle a fait était au service de la compréhension de la sexualité humaine et des dynamiques relationnelles. C'est comme ça que vous appelez ça? J'ai regardé Sophia, qui observait notre interaction avec un intérêt clinique, comme si elle observait une expérience de laboratoire. Une recherche thérapeutique? Une exploration adulte de l'intimité et de la connexion, a poursuivi Victor avec aisance. Des études de cas documentés qui contribuent à notre compréhension des liens humains, et de la psychologie sexuelle. Le parcours de Sophia en psychologie clinique rend ces observations particulièrement précieuses. Et le paiement? Une compensation pour la participation à la recherche. Totalement légitime. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application d'enregistrement vocal. Une précaution suggérée par Patricia. Êtes-vous en train de dire que ma femme a participé à des rencontres sexuelles documentées avec plusieurs partenaires dans le cadre d'une étude de recherche? Le sourire de Victor a légèrement faibli. Je dis que des adultes consentants ont le droit d'explorer leur sexualité sans jugement de la part de conjoints qui ne comprennent peut-être pas les avantages psychologiques d'une intimité élargie. Même quand ces conjoints financent la recherche avec leur salaire d'enseignant, Sophia a pris la parole pour la première fois depuis son entrée dans la cuisine. David, tu fais délibérément l'idiot. Ce que Victor et moi avons fait est un travail novateur pour comprendre comment les structures matrimoniales traditionnelles limitent le potentiel humain. En te filmant avec des inconnus et en partageant des détails sur les projets universitaires de notre fils, le contexte est important pour la recherche psychologique. La façon désinvolte dont elle rejetait la vie privée de notre famille comme simple contexte a cristallisé quelque chose que je luttais pour articuler depuis que j'avais trouvé cette première photographie. Il ne s'agissait pas de libération sexuelle, ou de développement personnel. Il s'agissait de pouvoir. Le pouvoir de Victor de manipuler des femmes mariées dans des positions compromettantes, et le pouvoir de Sophia de justifier n'importe quel comportement par un langage thérapeutique. Je veux que vous sortiez tous les deux de ma maison. Victor s'est rapproché, son charme s'évaporant. David, je ne pense pas que tu comprennes la position dans laquelle tu te mets. Sophia documente ton comportement depuis des mois dans le cadre de sa recherche. Tes tendances au contrôle, ta manipulation financière, ton indisponibilité émotionnelle, est-ce une menace? C'est de l'information. Le genre d'information qui devient pertinente lors des audiences de garde. J'ai pensé aux recherches d'Alex sur l'histoire de Victor, le schéma de manipulation, les ordonnances restrictives, les plaintes civiles. C'était son mode opératoire habituel, séduire des femmes mariées, documenter leurs activités, puis utiliser cette documentation comme levier contre leur famille lorsque la situation devenait compliquée. Sophia, ai-je dit, tu as 30 secondes pour prendre les effets personnels dont tu as besoin et partir. Après ça, j'appelle la police. Elle a regardé Victor, qui a légèrement hoché la tête. Une sorte de communication est passée entre eux. Un regard qui confirmait qu'ils avaient planifié cette confrontation, probablement discuté de plusieurs scénarios et réponses. Vous faites une erreur, dit-elle. Marcus a besoin de sa mère. Marcus a besoin de stabilité.
Il a besoin de parents qui ne documentent pas leur dysfonctionnement pour la consommation publique. Vous allez le regretter, David. La voix de Victor avait perdu toute prétention d'amabilité. Les hommes comme vous calmes, prévisibles, conventionnels, vous pensez pouvoir contrôler les situations par des manœuvres juridiques et des manipulations émotionnelles. Mais vous avez affaire à des gens qui comprennent la psychologie humaine à un niveau bien plus profond. Je l'ai regardé directement pour la première fois depuis qu'il était entré dans ma cuisine. J'ai affaire à un prédateur qui cible les familles et à une femme qui s'est convaincue que détruire notre mariage fait d'elle une chercheuse plutôt qu'une collaboratrice. Victor a souri, mais ses yeux sont restés froids. Nous verrons comment cette interprétation tiendra devant un tribunal. Ils sont partis ensemble, Sophia ne prenant que son sac d'ordinateur portable et ses clés de voiture. Je les ai regardés depuis la fenêtre de la cuisine, alors qu'ils semblaient avoir une conversation intense dans l'allée avant de partir dans des voitures séparées. Marcus est apparu dans l'embrasure de la porte dès que leurs feux arrière ont disparu. Putain, papa. Langage. Ce type fait peur. J'ai hoché la tête, encore en train de digérer ce qui venait de se passer. Les menaces de Victor n'étaient pas vides. Il avait bâti une carrière en comprenant exactement comment faire pression sur des familles comme la nôtre. Mais quelque chose dans son comportement suggérait qu'il avait sous-estimé la situation, supposé que je serais le genre d'homme qui pourrait être intimidé par la menace d'une exposition publique. Marcus, j'ai besoin que tu fasses un sac. Nous allons rester chez grand-mère pendant quelques jours. On s'enfuit? Nous sommes stratégiques. Il y a une différence. Pendant que nous faisions nos bagages, j'ai pensé au parallèle historique qui me tracassait depuis que j'avais trouvé cette première photographie. Cela ressemblait au moment dans chaque révolution, où l'ancien ordre réalise que la résistance silencieuse est devenue une opposition organisée. Victor et Sophia avaient bâti leur structure de pouvoir sur l'hypothèse que des gens comme moi, enseignants, pères, maris conventionnels, choisiraient toujours des mensonges confortables plutôt que des vérités difficiles. Ils allaient apprendre à quel point ils avaient tort. La maison de ma mère se trouvait sur 3 acres de forêt de pins à 20 minutes de la ville, héritée de ma grand-mère avec l'hypothèque et un siècle d'histoire familiale accumulée. À 72 ans, maman entretenait toujours le potager et coupait son propre bois de chauffage, mais elle avait été reconnaissante quand j'avais proposé d'aider pour les impôts fonciers et les frais d'entretien. Maintenant, en chargeant les sacs de voyage dans ma voiture pendant que Marcus rassemblait son matériel d'art, j'étais reconnaissant d'avoir un endroit où nous réfugier qui n'était pas lié à nos routines habituelles. Avantage tactique temporaire, et j'expliquais à Marcus alors que nous empruntions la route de terre familière vers la maison. Nous contrôlons l'accès, limitons les variables, créons un espace pour réfléchir. Tu parles comme un général. Ta mère et Victor préparent leur coup depuis des mois. Nous devons prendre de l'avance sur ce qu'ils prévoient ensuite. Maman nous a accueillis à la porte de la cuisine, vêtue de ses habits de jardinage et arborant l'expression qu'elle avait perfectionnée durant mes années d'adolescence. Inquiète mais pas paniquée, prête à aider mais attendant des réponses honnêtes sur le type d'aide nécessaire. David a appelé et m'a dit que vous aviez besoin d'un endroit où rester quelques jours, a-t-elle dit, en serrant d'abord Marcus dans ses bras, puis moi. J'ai préparé la chambre d'amis et dégagé le bureau pour que Marcus puisse étaler ses projets artistiques. Je lui avais donné des détails minimes au téléphone suffisamment pour qu'elle sache que c'était sérieux, pas assez pour l'inquiéter des spécificités. Mais alors que nous étions assis autour de sa table de cuisine à boire le café qui semblait toujours meilleur chez elle, j'ai réalisé qu'elle méritait plus d'informations sur ce dans quoi elle s'impliquait. Maman, Sophia et moi allons divorcer. Il y a des complications qui pourraient rendre les choses difficiles pendant un moment. Elle a hoché la tête, étudiant mon visage avec la même attention minutieuse qu'elle apportait à l'évaluation de mes explications adolescentes pour avoir manqué le couvre-feu ou obtenu des notes décevantes. Difficile comment? Marcus a répondu avant que je ne puisse le faire. Maman a fait des vidéos porno avec un type riche qui menace les gens. Ce résumé brutal m'a fait grimacer, mais il n'était pas inexact. Maman a absorbé cette information avec le même calme pratique qu'elle avait montré quand je l'avais appelée pour lui annoncer la naissance de Marcus ou le diagnostic de cancer de mon père. Des nouvelles choquantes traitées efficacement pour qu'elle puisse se concentrer sur ce qui devait être fait ensuite. Je vois, a-t-elle dit.
Et vous pensez qu'il pourrait essayer de causer des problèmes? L'homme avec qui elle a travaillé a l'habitude d'intimider les familles quand ses arrangements commerciaux se compliquent. Eh bien, a dit maman en remplissant nos tasses de café, c'est un bon endroit pour être si quelqu'un veut causer des problèmes. Le voisin le plus proche est à 1 kilomètre, et je garde toujours le fusil de ton grand-père dans le placard de l'entrée. Cette combinaison de protection maternelle et de pragmatisme rural était exactement ce dont j'avais besoin d'entendre. Pour la première fois depuis des jours, j'avais l'impression de pouvoir réfléchir clairement à une stratégie au lieu de simplement réagir à la crise. Mon téléphone vibra avec un message d'Alex, « J'ai trouvé quelque chose d'important. Tu peux me rencontrer ce soir ?» J'ai arrangé pour retourner en ville après le dîner, laissant Marcus avec sa grand-mère et des instructions pour m'appeler immédiatement si quelqu'un venait à la maison. Cette paranoïa semblait à la fois nécessaire et absurde. Victor Blackwood était un prédateur financier, pas un criminel violent, mais ses menaces avaient le poids de l'expérience. Alex m'attendait sur le parking d'un restaurant ouvert 24h/24 à la périphérie de la ville, le genre d'endroit qui attirait les routiers, les travailleurs de nuit, et les gens qui avaient besoin d'avoir des conversations qu'ils ne voulaient pas qu'on entende. Nous avons pris un box dans un coin, commandé du café, et il a ouvert son ordinateur portable pendant que je surveillais la porte par habitude. J'ai creusé plus profondément dans le réseau de Victor, dit Alex, en affichant des fichiers que je n'avais jamais vus auparavant. La structure financière est plus sophistiquée que ce que nous pensions initialement. Il n'organise pas seulement ces rencontres, il dirige une opération de chantage. Un nouveau document apparut sur son écran, montrant des flux financiers entre plusieurs comptes et sociétés écrans. Regarde ça. Victor a collecté des documents sur au moins 30 professionnels mariés au cours des 3 dernières années. Avocats, médecins, cadres, universitaires, des personnes dont la carrière pourrait être détruite par une exposition publique. L'ampleur était stupéfiante. Ce que je croyais être une trahison personnelle n'était en fait qu'une petite partie d'une entreprise criminelle beaucoup plus vaste. Comment ça fonctionne? Escalade classique du piège à miel. Il identifie les cibles à travers des groupes exclusifs sur les réseaux sociaux, des événements de réseautage professionnel, des cercles haut de gamme de thérapie et de bien-être. Le contact initial concerne toujours la croissance personnelle, l'élargissement des limites, l'exploration de l'intimité authentique. Alex fit défiler des journaux de communication qui me retournaient l'estomac. Les rencontres commencent petit, juste des dîners avec des gens intéressants, peut-être quelques conversations qui repoussent les limites sur les relations modernes. Et ensuite, la documentation commence immédiatement, mais les cibles ne le savent pas. Photographie professionnelle, caméra cachée, relevé financier de qui a payé quoi. Lorsqu'ils réalisent qu'ils sont victimes de chantage, Victor a déjà des mois de preuves montrant une escalade progressive. La méthodologie était sophistiquée, patiente, conçue pour compromettre les gens assez lentement pour qu'ils ne reconnaissent jamais le piège avant qu'il ne soit trop tard. Que veut-il d'eux? De l'argent évidemment. Mais aussi des faveurs professionnelles, des connexions d'affaires, de l'influence politique. Il a construit un réseau de professionnels compromis qui lui doivent des considérations. Alex ouvrit un autre dossier. Voici ce qui est vraiment effrayant. Votre femme n'était pas seulement une victime devenue collaboratrice. Elle a été recrutée spécifiquement pour son background en psychologie et son accès à d'autres cibles potentielles via sa pratique clinique. La trahison s'approfondissait à chaque nouvelle couche de preuves. Sophia n'était pas tombée par hasard dans le piège de Victor, elle avait été sélectionnée pour son utilité dans son expansion. Il y a plus, dit Alex. J'ai trouvé des communications suggérant que Victor utilisait des professionnels compromis pour cibler les membres de leur famille. Conjoints, enfants adultes, partenaires commerciaux, toute personne qui pourrait être un levier précieux. Marcus. Il n'y a pas de preuve qu'il ait été directement ciblé, mais Alex hésita. Il y a des conversations entre Victor et votre femme sur les projets universitaires de Marcus, ses intérêts artistiques, son activité sur les réseaux sociaux. Ils ont construit un profil psychologique. Le café avait un goût acide. L'idée que ces gens discutent de mon fils, l'analysant comme un potentiel atout dans leur entreprise criminelle, me donnait envie de foncer directement chez Victor et de régler ça par une action directe qui m'aurait probablement conduit en prison. Et la police?
J'ai été en contact avec l'inspectrice Sarah Williams de l'unité cybercriminalité. Elle enquête sur des cas de fraude financière qui pourraient être liés à l'opération de Victor. Alex sortit une carte de visite. Elle veut vous rencontrer demain matin. Les preuves que nous avons rassemblées, combinées à ce qu'ils ont collecté indépendamment, pourraient suffire pour des mandats. L'idée que les forces de l'ordre s'impliquent était à la fois rassurante et terrifiante. Une fois que cela deviendrait une enquête criminelle, je perdrais le contrôle du calendrier et de l'étendue de l'exposition. Mais étant donné ce qu'Alex avait découvert sur l'ampleur de l'opération de Victor, une action en justice individuelle ne serait pas suffisante. Il y a autre chose, dit Alex. Victor a été en contact avec des personnes liées à l'école de Marcus, ses programmes artistiques, même certains de ses professeurs. Pas de contact direct, mais par l'intermédiaire de personnes qui posent des questions sur son emploi du temps, ses activités extrascolaires, sa préparation à l'université. Bon sang. Monsieur Sean, je pense que Victor considère votre famille comme un cas test. S'il peut neutraliser votre enquête et vous ramener sous contrôle, cela prouve que le système fonctionne même lorsque les cibles ont une certaine capacité d'investigation. Les implications stratégiques étaient claires. Il ne s'agissait pas seulement de mon mariage ou même de ma famille. Il s'agissait de savoir si le réseau criminel de Victor pouvait survivre à une exposition par quelqu'un ayant les ressources et les compétences pour documenter leurs activités. Que recommandez-vous? Nous allons à la police demain, nous leur remettons tout ce que nous avons trouvé, et nous les laissons monter un dossier criminel. Pendant ce temps, vous vous concentrez sur la procédure de divorce et de garde, en utilisant les preuves que nous avons rassemblées pour protéger Marcus et sécuriser vos biens. C'était un conseil judicieux, mais quelque chose dans cette approche passive me dérangeait. Victor et Sophia avaient passé des mois à construire leur pouvoir sur ma famille par une tromperie et une manipulation systématique. Simplement tout remettre aux forces de l'ordre me donnait l'impression de continuer à les laisser contrôler le calendrier et le récit. Et si nous n'attendions pas la police? Alex me regarda avec l'expression qu'il avait au lycée quand je le poussais à réfléchir au-delà de la réponse évidente à une question d'histoire. Que voulez-vous dire? Le pouvoir de Victor vient du secret et de la menace d'exposition. Que se passe-t-il si nous supprimons ces avantages? Monsieur Chen, vous parlez de justice vigilante. Je parle d'utiliser les mêmes outils qu'il a utilisés contre d'autres personnes. Documentation, preuves, exposition publique, sauf que nous le faisons pour protéger les familles au lieu de les détruire. Alex resta silencieux un long moment, considérant les implications. Ce serait risqué. Si nous l'exposons avant que les forces de l'ordre ne soient prêtes à agir, il pourrait détruire des preuves ou disparaître. Et si nous commettons des erreurs dans la façon dont nous gérons l'information, nous pourrions finir par faire face aux mêmes conséquences légales qu'il devrait affronter. Exactement. Je pensais à Marcus, endormi dans la maison de sa grand-mère, ignorant que des adultes avaient discuté de ses vulnérabilités comme s'il s'agissait d'une étude de marché. Je pensais aux autres familles que Victor avait ciblées, aux professionnels qui lui payaient probablement de l'argent en ce moment même pour garder leurs indiscrétions documentées privées. Je pensais à Sophia, qui s'était convaincue que participer à la destruction d'autres mariages faisait d'elle une chercheuse plutôt qu'une criminelle. Organiser la rencontre avec le détective Williams, dis-je. Mais continuer aussi à creuser dans le réseau de Victor. Je veux comprendre exactement combien de personnes il fait chanter, et je veux des preuves qui ne puissent pas être détruites ou supprimées, s'il réalise que les forces de l'ordre se rapprochent. Et ensuite, nous nous assurons que Marcus grandisse dans un monde où des prédateurs comme Victor Blackwood ne peuvent pas agir en toute impunité. Alors que je retournais en voiture à la maison de ma mère à travers la sombre forêt de Pines, je réalisais que mon rôle dans cette situation avait fondamentalement changé. Je n'étais plus seulement un mari trahi ou un père protecteur. J'étais un témoin d'une activité criminelle systématique, qui avait les compétences et les ressources pour agir. Le professeur d'histoire en moi comprenait que c'était l'un de ces moments où les choix individuels façonnent des résultats plus larges. Victor avait bâti son pouvoir sur l'hypothèse que les gens décents choisiraient toujours l'arrangement privé plutôt que la confrontation publique. Il allait apprendre que certaines trahisons étaient trop importantes pour être traitées discrètement, et que certains enseignants étaient meilleurs en réflexion stratégique qu'ils ne l'avaient calculé. Marcus était encore éveillé quand je suis rentré,
assis dans le salon avec son carnet de croquis, et une tasse du chocolat chaud de ma mère. Il leva les yeux quand j'entrai, lisant mon expression avec la même intuition artistique qui documentait le dysfonctionnement de notre famille depuis des mois. « On va riposter, n'est-ce pas ?» dit-il. « Oui. » Bien. J'ai réfléchi à cela comme à un projet de documentaire. Collecter des preuves, établir une chronologie, identifier les acteurs clés. Il me montra ses derniers croquis, des portraits détaillés de Victor et Sophia, des dessins architecturaux de notre maison et de son immeuble de bureau, même des cartes montrant les lieux où ses recherches avaient eu lieu. Marcus, c'est un travail incroyable. J'ai pensé que si maman allait documenter la destruction de notre famille, quelqu'un devrait aussi documenter sa reconstruction. En regardant l'approche méthodique de mon fils pour traiter notre crise, je réalisais qu'il avait hérité plus que mon esprit analytique, il avait développé sa propre compréhension de la façon dont dire la vérité pouvait être à la fois une arme et un bouclier contre les personnes qui utilisent la tromperie comme outil de contrôle. Nous allons avoir besoin de cette documentation, dis-je. Je sais. C'est pourquoi je me suis préparé. Alors que je l'aidais à organiser ses documents pour la réunion de demain avec le détective Williams, je sentis le poids de la responsabilité se transformer en quelque chose qui ressemblait à un but. Victor Blackwood avait bâti son entreprise criminelle sur l'hypothèse que des familles comme la nôtre s'effondreraient sous la pression, que les parents sacrifieraient la vérité pour l'apparence de stabilité. Il avait fait un grave calcul erroné concernant la capacité de résistance stratégique de la famille Sean. Et demain nous allions commencer à lui montrer à quel point il s'était trompé. La détective Sarah Williams avait le genre de présence qui vous faisait comprendre pourquoi les criminels avouaient pendant les interrogatoires. Pas intimidante, exactement, mais absolument concentrée, avec l'intelligence particulière qui vient d'années à démêler des mensonges pour gagner sa vie. Elle a écouté notre présentation dans la salle de conférence stérile du commissariat, prenant des notes dans une sténographie précise pendant qu'Alex expliquait les preuves numériques, et que je fournissais le contexte sur l'impact personnel. C'est l'enquête civile la plus complète que j'ai vue, dit-elle quand nous avons terminé. Normalement, je serais préoccupé par la contamination des preuves ou les violations de procédures, mais tout ce que vous avez recueilli provient de comptes auxquels vous aviez légalement accès, et vos méthodes de documentation sont meilleures que celles de certains de nos enquêteurs formés. Marcus avait insisté pour assister à la réunion, apportant son portfolio de croquis d'observation et de documentation chronologique. La détective Williams étudia son travail avec la même attention professionnelle qu'elle avait accordée à l'analyse numérique d'Alex. Ces dessins montrent des schémas comportementaux sur 18 mois, dit-elle. Des changements de routine, des indicateurs émotionnels, même des détails architecturaux qui pourraient être pertinents pour la surveillance. C'est de l'art d'investigation. Je ne savais pas comment l'appeler autrement, dit Marcus. Mais je savais que quelqu'un devait documenter ce qui se passait réellement. La réunion a duré 3 heures. À la fin, la détective Williams avait suffisamment de preuves pour demander des mandats pour les dossiers financiers de Victor, ses comptes de communication et les lieux où ses recherches avaient été menées. Plus important encore, elle confirma que notre enquête était liée à une enquête fédérale plus large sur des opérations de chantage organisées ciblant des professionnels. Victor Blackwood fait partie d'un réseau que nous suivons depuis 2 ans, expliqua-t-elle. Ce que vous avez découvert comble des lacunes dans notre compréhension de la façon dont ils recrutent des cibles et maintiennent le contrôle. Le parcours psychologique de votre femme l'a rendue particulièrement précieuse pour leur opération. Que se passe-t-il maintenant ? Ai-je demandé. Nous exécutons des mandats, recueillons des preuves supplémentaires et montons des dossiers criminels. Ce processus prend des mois, peut-être plus longtemps. En attendant, concentrez-vous sur vos procédures juridiques familiales. Les preuves que vous avez rassemblées seront cruciales pour la garde et la protection des biens. L'audience de divorce était prévue pour le mardi suivant. Patricia Martinez avait préparé une présentation qui ressemblait à la déclaration liminaire d'un procureur, exposant méthodiquement les preuves de la tromperie systématique de Sophia et de l'entreprise criminelle de Victor. Sophia est arrivée avec sa propre avocate, une femme à l'apparence coûteuse venant de la capitale de l'État, spécialisée dans les divorces conflictuels. Elle avait également amené ce qui semblait être une équipe de témoins de moralité, des personnes que je ne reconnaissais pas, et qui avaient apparemment été préparées à témoigner de mon comportement contrôlant et de mon instabilité émotionnelle.
Mais Patricia s'était préparée à cette stratégie. Votre honneur, commença-t-elle, le demandeur démontrera que le docteur Sophia Chen a orchestré une fraude systématique contre sa famille tout en participant à des activités criminelles qui ont mis en danger la sécurité et la sécurité financière de l'enfant mineur. La présentation des preuves a duré 2 heures. Relevés bancaires, journaux de communication, documentation vidéo, analyse financière. Tout était organisé avec la précision à laquelle j'avais appris à m'attendre de la pratique de Patricia. Mais le témoignage le plus puissant est venu de Marcus lui-même. Votre honneur, dit-il, debout à la barre des témoins avec la même confiance tranquille qu'il apportait aux présentations artistiques, je documente le dysfonctionnement de ma famille depuis 2 ans parce que je savais que quelque chose n'allait pas, mais je ne pouvais pas identifier ce qui se passait. Il a présenté sa chronologie des changements de comportement, ses croquis montrant l'évolution du détachement émotionnel de sa mère, son analyse des schémas financiers familiaux qui avaient radicalement changé 18 mois auparavant. Je ne suis pas en colère contre ma mère, poursuivit-il. Mais j'ai besoin de vivre avec le parent qui dit la vérité, même quand c'est difficile, plutôt qu'avec le parent qui s'est convaincu que mentir est de la recherche. L'avocate de Sophia a tenté de discréditer les preuves en les qualifiant d'atteinte à la vie privée et de manipulation émotionnelle. Elle a présenté les affirmations de Victor concernant la recherche thérapeutique, arguant que ma femme avait exploré des questions psychologiques légitimes sur le mariage et l'intimité. Le juge Morrison a écouté avec la même attention méthodique que j'avais vue chez le détective Williams lors de notre présentation. Lorsque l'avocat de Sophia eut terminé, il posa une seule question qui révéla qu'il avait compris la véritable nature de ce à quoi nous étions confrontés. Maître, prétendez-vous que la participation du Dr Chen à des rencontres sexuelles documentées avec de multiples partenaires, financées par des ressources familiales et organisées par un homme actuellement sous enquête fédérale pour chantage, constitue une recherche thérapeutique légitime? La pause de l'avocat s'étendit suffisamment longtemps pour répondre à la question sans mots. La garde temporaire est accordée au demandeur, déclara le juge Morrison. Le Dr Chen aura des visites supervisées en attendant la réalisation d'une évaluation psychologique ordonnée par le tribunal et la résolution de toute procédure pénale liée à ses activités documentées. Le règlement financier fut tout aussi décisif. Patricia avait documenté non seulement les comptes secrets de Sophia, mais aussi la façon dont l'opération de Victor avait utilisé nos ressources familiales pour financer des activités qui mettaient Marcus en danger. Le juge m'a accordé le contrôle principal de tous les biens matrimoniaux, y compris la maison et le fonds universitaire de Marcus. Sophia quitta le tribunal sans nous parler, flanquée de son avocat et de 2 personnes qui semblaient être des agents fédéraux. J'ai appris plus tard qu'elle avait été arrêtée le lendemain matin pour des charges liées à l'évasion fiscale et à la complicité de chantage. L'arrestation de Victor avait eu lieu 3 jours plus tôt, lors de descentes coordonnées sur ses propriétés et ses lieux d'affaires. Alex m'a dit que les agents fédéraux avaient trouvé des preuves le reliant à des opérations de chantage dans 6 États, impliquant plus d'une centaine de professionnels compromis. L'ampleur était plus grande que ce que nous avions imaginé. 6 mois plus tard, Marcus et moi avions établi des routines qui ressemblaient à une vie réelle plutôt qu'à une gestion de crise. Il avait choisi de fréquenter l'université locale au lieu des prestigieux programmes d'art qu'il avait acceptés, expliquant qu'il voulait rester près de la maison pendant ce qu'il appelait la période de reconstruction. Son exposition d'art de fin d'études s'ouvrit un jeudi soir en avril. La pièce maîtresse était une série qu'il avait intitulée Preuve documentaire. 12 dessins à grande échelle retraçant la crise et le rétablissement de notre famille, des premiers croquis de dysfonctionnement aux portraits détaillés des procédures judiciaires, jusqu'aux travaux récents montrant notre nouvelle stabilité. L'exposition attira l'attention des médias locaux et des artistes invités. Marcus avait développé une technique combinant le dessin d'observation et la photographie documentaire, créant des œuvres qui fonctionnaient à la fois comme art et comme témoignage historique. Plusieurs pièces étaient déjà envisagées pour une collection permanente par les archives de l'Université d'État. Il est important de documenter le rétablissement, pas seulement le traumatisme, expliqua-t-il à un journaliste venu l'interviewer sur l'intersection entre crise familiale et expression artistique. Les gens ont besoin de voir que les familles peuvent survivre à une trahison systématique et construire quelque chose de meilleur à partir des preuves de ce qui a mal tourné. Sophia purgeait une peine de 18 mois dans une prison fédérale après avoir plaidé coupable à des accusations de complot.
Sa licence de psychologue avait été définitivement révoquée, et elle avait été condamnée à verser des dédommagements aux familles dont la vie privée avait été violée par le réseau de Victor. Nous avions reçu 2 lettres d'elle, des excuses qui ressemblaient à des devoirs de thérapie, reconnaissant le préjudice sans assumer la responsabilité des choix. Marcus avait décidé de ne pas répondre à ces lettres. « Je ne suis pas en colère », m'avait-il dit. Mais le pardon n'est pas la même chose que la confiance, et je ne pense pas qu'elle comprenne encore la différence. Victor Blackwood faisait face à des accusations fédérales dans plusieurs juridictions. Son procès avait été retardé 2 fois, mais Alex rapportait que les procureurs s'attendaient à des condamnations pour racket, évasion fiscale et plusieurs chefs d'accusation de chantage. L'enquête avait mis au jour des crimes financiers s'étalant sur une décennie, affectant des centaines de familles. L'inspectrice Williams nous avait tenus informés de l'évolution de l'affaire dans son ensemble. Le réseau organisé par Victor incluait des professionnels dans les domaines de l'application de la loi, de la finance, de l'éducation et des soins de santé, des personnes dont les positions compromises avaient permis un abus systématique de pouvoir dans de multiples secteurs. Votre enquête a permis de révéler tout cela, nous avait-elle dit lors d'une réunion de suivi. Sans les preuves que vous avez rassemblées, nous n'aurions peut-être jamais compris l'ampleur de ce qu'il faisait. J'étais retourné à l'enseignement avec une perspective différente sur l'importance de la pensée critique et de l'analyse des preuves. Mes étudiants en histoire américaine recevaient une formation plus intensive en évaluation des sources primaires, et en reconnaissance de la propagande que les classes précédentes. Plusieurs parents avaient commenté que leurs adolescents posaient des questions plus sophistiquées sur la manipulation des médias et la recherche de la vérité. Le cours de M. Chen a changé ma façon de penser à tout, avait écrit un étudiant dans une évaluation de fin d'année. Il nous a appris que l'histoire la plus importante est généralement celle que les gens essaient de cacher, et que les gens ordinaires doivent être des enquêteurs s'ils veulent comprendre ce qui se passe vraiment. Un mardi soir à la fin du printemps, Marcus et moi dînions sur la terrasse arrière lorsqu'Alex a appelé avec des nouvelles concernant la résolution finale de l'affaire de Victor. Condamnation à perpétuité, a-t-il dit. Le juge fédéral a déclaré que c'était l'un des exemples les plus systématiques de manipulation psychologique et d'exploitation financière qu'il ait vu en 20 ans de carrière. Marcus a levé les yeux de son carnet de croquis. Il travaillait sur une nouvelle série sur la reconstruction familiale. Est-ce vraiment terminé? La partie criminelle est terminée, et je dis. La partie familiale ne fait que commencer. Cette nuit-là, après que Marcus soit allé se coucher, je me suis assis dans mon bureau pour corriger des copies et réfléchir à l'étrange trajectoire qui nous avait menés de cette première photo au bord de la piscine à ce moment de stabilité durement acquise. Cette expérience m'avait appris que la trahison pouvait être surmontée si on y faisait face avec une réflexion stratégique plutôt qu'une réaction émotionnelle, et que les compétences qui faisaient un bon enseignant, patience, attention aux détails, engagement envers la vérité, pouvaient se transformer en une force inattendue lorsque tout ce qui était important était en jeu. Mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. Miss Chen, c'est Rebecca Martinez. Le détective Williams m'a donné vos coordonnées. Je pense que mon mari pourrait être impliqué dans quelque chose de similaire à ce que votre famille a vécu. Pourrions-nous en parler? J'ai fixé le message pendant un long moment, comprenant que notre épreuve avait fait de nous des ressources pour d'autres familles confrontées à des crises similaires. Les connaissances que nous avions acquises grâce à une enquête systématique et à une action en justice, pourraient aider d'autres personnes à naviguer à l'intersection de la trahison personnelle et de la manipulation criminelle. J'ai répondu par texto. Quand pouvons-nous nous rencontrer? Marcus est apparu dans l'embrasure de la porte, vêtu de son pyjama et portant son carnet de croquis omniprésent. Une autre famille qui a besoin d'aide? A-t-il demandé. On dirait bien. Bien, a-t-il dit. J'ai travaillé sur un manuel des techniques de documentation visuelle pour les familles confrontées à une tromperie systématique. Peut-être est-il temps de commencer à partager ce que nous avons appris. En regardant mon fils, j'ai réalisé que la reconstruction de notre famille avait produit quelque chose que ni Sophia ni Victor n'avaient anticipé, un partenariat fondé sur la vérité et la résistance stratégique à la manipulation. Nous avions appris à nous battre intelligemment plutôt que loyalement, et nous avions découvert que les compétences qui faisaient de nous de bons enseignants et artistes nous rendaient également efficaces pour protéger ce qui comptait le plus.
J'avais appris que l'histoire de la trahison s'écrivait dans l'espace entre les mensonges confortables et les vérités difficiles. Mais l'histoire du rétablissement s'écrivait dans la volonté de choisir la vérité plutôt que le confort, même lorsque ce choix exigeait un courage que nous ne savions pas posséder. Marcus est retourné dans sa chambre, et j'ai commencé à composer une réponse à Rebecca Martinez. Dehors, la soirée printanière s'installait dans le genre de calme paisible qui avait autrefois semblé impossible à atteindre. Mais nous l'avions construit, Marcus et moi, à partir des décombres d'une tromperie systématique, et de l'application minutieuse de tout ce que nous avions appris sur la documentation, les preuves, et la force particulière qui vient du refus de laisser les prédateurs agir en toute impunité. La photo au bord de la piscine qui avait déclenché notre enquête était maintenant classée dans des boîtes de preuves dans un tribunal fédéral, faisant partie d'une affaire qui avait protégé des dizaines de familles du réseau de Victor. Mais la documentation la plus importante se trouvait dans le portfolio artistique de Marcus, une preuve visuelle que les familles pouvaient survivre à la trahison, riposter stratégiquement, et construire quelque chose d'authentique à partir des ruines de ce qu'elles avaient perdu. Nous avions appris à être les enquêteurs de nos propres vies, les historiens de notre propre rétablissement, et les enseignants de cette connaissance particulière, qui vient du choix de la vérité, plutôt que du confort lorsque tout dépend de bien raconter l'histoire.